Quand j'étais petit, on m'a toujours dit que si je voulais réussir dans la vie, il fallait que je fasse des longues études, que les métiers manuels étaient ingrats et que de toute façon j'allais se faire remplacer par des robots, que ce qui nous caractérisait nous, humains, c'était notre art, notre créativité, notre imagination et qu'une machine ne pourrait jamais en faire preuve. J'ai jamais aimé les études, j'ai toujours vu ça comme une chose ennuyeuse, longue et inutile. Mais pour moi, les études étaient comme une forme d'investissement, c'est-à-dire un sacrifice de mon plaisir à court terme pour espérer avoir un meilleur avenir. J'ai jamais trop su ce que je voulais faire plus tard. Mais ça à mes 14 ans, quand mes grands-parents m'ont acheté mon premier ordinateur portable, que j'ai commencé à m'intéresser à l'informatique et à la programmation. Pour moi, l'informatique, c'était comme un monde où, si on savait parler ces mystérieux langages de programmation, on pouvait faire tout ce qu'on voulait. Un monde où on avait comme seule contrainte notre imagination, pas de contrainte matérielle, d'argent ou de temps. Donc bref, c'est à ce moment-là que je voulais travailler dans l'informatique. Et tout naturellement, après mon bac, j'ai décidé de faire un BU d'informatique. Pour la première fois de ma vie, j'allais devoir vivre en dehors de chez mes parents. J'allais devoir payer un loyer, faire mes courses, me faire à manger, etc. Pour moi, c'était clair, je ne pouvais pas me permettre de redoubler une année. Il fallait que je valide toutes mes années. C'était un trop grand investissement pour moi et pour ma famille. 360 € de loyer par mois, c'était énorme. Donc quoi qu'il en coûte, je devais valider toutes mes années jusqu'à l'obtention de mon fameux master ou de mon diplôme d'ingénieur. Mon premier semestre se passe plutôt bien. Outre le fait que je suis assez stressé et que j'ai l'impression de rater tous mes contrôles alors que j'ai plutôt des bonnes notes. Mais quelques années de lycée à apprendre à programmer m'ont donné un certain avance sur le programme. Donc pour moi ce premier semestre est en quelque sorte une certaine forme de révision de ce que j'avais fait au lycée durant mon temps libre. Enfin, tout se passait bien jusqu'au mardi 6 décembre 2022. Ce jour-là, je devais faire un devoir en programmation où je devais implémenter l'algorithme de la gare de triage inversée en C++. Bon, ça a l'air compliqué, mais en fait c'est tout simple. Alors, le C++ c'est un langage de programmation. Et l'algorithme de la gare de triage inversée, c'est un algorithme qui permet de transformer la manière normale dont on écrit des expressions en formules mathématiques, qu'on appelle plus communément la notation infixée, en une notation qui est plus simple à être compris par un ordinateur pour manipuler des choses qu'on appelle la notation post-fixée. Bon, c'est pas si important que ça, mais je vous présente ça pas pour rien. Mais ce jour-là, comme tout bon étudiant qui a la flemme de faire ses devoirs, j'avais essayé de gruger un peu en essayant de chercher sur internet si quelqu'un l'avait pas déjà fait. Mais malheureusement pour moi, cela fut infructueux. Après une dizaine de minutes à rechercher sur internet, je n'avais rien trouvé. Donc bon, je ne pouvais pas gruger, il fallait que j'implémente cet algorithme moi-même. Après 3 bonnes heures à essayer d'implémenter cet algorithme moi-même, j'arrivais enfin à bout de cet algorithme. Tous les tests que j'avais fait marcher, ça y est, j'ai vaincu cet algorithme. Pour me féliciter de cet exploit, je décide de m'accorder quelques temps de repos à vagabonder sur internet. Et c'est là que sur un forum obscur d'internet, j'ai découvert la chose qui allait changer ma vie et celle de l'humanité à tout jamais. ChatGPT de OpenAI. Je savais ce qu'était OpenIA. Je savais que c'était une société qui avait été fondée entre autres par le gourou Elon Musk. Et par le passé, j'avais déjà utilisé leur générateur de monstres DALL-E 2. Donc par curiosité, je clique sur le lien de ce forumeur, et là je tombe sur un simple chatbot. Je ne m'attendais pas à grand chose. Par le passé, j'avais déjà utilisé des chatbots fonctionnant avec de l'IA, comme notamment Evie. Pourquoi tu veux m'épouser? Car tu es étrange. Mais si on me mettait en Iran? Quoi? Mais ça n'a aucun sens! Donc bon, je ne m'attendais à rien. Je lui pose 2-3 questions pour voir s'il arrive à faire des choses cohérentes. Et là, je suis choqué. Il me répond des choses qui font sens, logiques et correctes. Intrigué, je me mets donc à tester ses capacités. Et là, je tombe des nues. Il est vraiment capable de faire des choses intelligentes. Par curiosité, je lui demande d'essayer de faire l'algorithme de la gare de triage. Et là, un carré noir apparaît, m'écrivant le code devant mes yeux. Par mon plus grand étonnement, il y arrive parfaitement. Je suis vraiment bouche bée. Il y est arrivé, le programme compile, donne des bons résultats, et pour être honnête, il est mieux que celui que j'avais fait. Il est plus lisible, et en plus, il comporte des commentaires. En gros, c'est du texte qui n'est pas destiné à la machine, mais qui est juste destiné aux programmeurs pour les aider à comprendre le programme. Comme j'étais obstiné par réussir mes études, et que le prof n'avait aucune chance de voir que ce code provenait d'internet, parce que j'avais fait des recherches avant, je décide de remplacer le code que j'avais fait par le code de ChatGPT. Émerveillé par cette découverte, j'en parlais à tous mes amis. Et c'est avec difficulté que je réussis à me coucher après cette intense découverte. Le lendemain, j'avais cours de base de données. Le prof n'était pas là et on avait cours en distanciel.
Mais on était quand même obligé de venir. De base, je n'avais pas prévu d'en parler aux gens de ma promo. Je voulais garder cette découverte, ce glitch, à moi tout seul. On travaillait en groupe de 2, et comme d'habitude en cours, je me faisais chier. Je décide donc de sortir mon outil magique, et de lui poser quelques questions pour faire passer le temps. Intrigué par ce que je fais, mon binôme me demande ce que je fais. Donc bon, je lui dis ce que c'est. C'est un chatbot qui est capable de répondre à toutes les questions. Et je lui dis même qu'il est capable de faire l'algorithme de la garde de triage inversée. Parce que lui ne l'avait pas encore fait. Bon bref, il me demande de lui poser des questions. D'autres personnes entendent notre conversation et viennent nous voir intrigués par ce que l'on fait. Il nous demande de lui poser tout un tas de questions. Des questions de mathématiques, à l'époque il était plutôt mauvais. Des questions de programmation, et même des questions de religion, genre quelle est la vraie religion. Et c'est donc à partir de moi, le patient zéro, que cette pandémie avait commencé. Le temps passe et je me rends compte que de plus en plus d'élèves utilisent ChatGPT pour tricher. Ils l'utilisent pour faire leur DM, leur TP et même durant leur examen. Et c'est ce qui mena à ma première désillusion. Qui est que tout le monde triche. Vraiment, quasiment tout le monde triche. Vraiment, quasiment tout le monde triche. Genre 90% des étudiants trichent durant leur DM, leur TP et même durant leur devoir sur table, vraiment. Les jeunes d'aujourd'hui sont accros à l'IA. Genre vraiment, si on leur enlève l'IA, ils savent plus rien faire. Et j'en fais un peu partie aussi. Genre. Par exemple, moi qui suis en informatique, j'ai une anecdote d'une personne que je n'ai jamais vue sans utiliser ChatGPT, vraiment. Que je n'ai jamais vu écrire une ligne de code sans ChatGPT. Et le pire, c'est pas ça. Hein. Le pire, c'est que cette personne, elle trichait aussi durant les TP, et même durant les TP notés. C'est-à-dire que des fois on avait des TP notés, les profs genre passaient à côté de cette personne, et vraiment ils en avaient rien à foutre. Vraiment, ils s'en foutaient. C'est normal de, durant un TP noté, d'avoir 7GPT à côté de soi et de l'utiliser 7GPT. Genre moi je me rappelle, au premier semestre il y avait des étudiants qui avaient jamais fait d'informatique de leur vie, qui avaient jamais fait de programmation de leur vie, et comme par hasard, entre le premier et le deuxième semestre, il s'était passé d'étudiants qui savaient absolument pas programmer à étudiants qui étaient capables d'absolument tout faire, faire des applications de bureau, avec des interfaces graphiques de malade mental, alors qu'il n'y a même pas 2 mois avant, ils savaient pas faire en Hello World, pour ceux qui ont la ref. En gros, c'est un programme simpliste en informatique. Et comme par hasard, entre le premier et le deuxième semestre, il y a ChatGPT qui est apparu, donc peut-être que il y a un lien de quoi j'avais fait. Hein. Enfin, je dis ça, je dis rien. Et ça me refait penser au fait qu'il y a pas mal d'étudiants qui se plaignaient que genre, les devoirs qu'on avait, les devoirs sur table étaient trop durs, alors que pendant les DM, genre quand on avait des devoirs méchants, ils faisaient des choses de malade mental et tout, et quand on avait des devoirs sur table où c'était un peu plus dur de tricher, même s'il y a des gens qui trichaient sur les devoirs sur table, là ils étaient là, non mais c'est trop dur, non, c'est pas possible, c'est pas de notre niveau. Et en gros ces étudiants, comme par hasard, genre dans tout ce qui était devoirs sur table, ils avaient genre des 8 de moyenne, et par contre, dans tout ce qui était genre DM, devoir mes jambes, ils avaient des 18 de moyenne. Comme par hasard. Alors que pour être honnête, les devoirs sur table qu'on avait, ils n'étaient pas très très durs. Enfin, ils n'étaient pas plus durs que les DM qu'on nous demandait de faire. Parce qu'en BUT informatique, 40% de notre note est liée à des projets. C'est-à-dire que 40% de notre note est liée à des DM. Plus exactement, on appelle ça des SAE, des situations d'évaluation d'apprentissage. Et en gros, c'est comme des DM. Une personne qui trichait, ou genre des personnes qui trichaient, parce que souvent c'était des projets qu'on avait à faire en groupe, ils pouvaient très facilement avoir des très bonnes notes s'ils avaient des 15, des 16 de moyenne dans des SAE. Et en gros, même si ça comptait que 40% de la note, avoir 16 de moyenne dans une SAE qui compte 40% de la note, ça permet de rattraper un 8 de moyenne en contrôle continu. Et même pour le reste de la notation, qui était du coup 60% en contrôle continu, dans ces 60% là, on avait quand même pas mal de DM, de devoirs méchants, donc là aussi on pouvait tricher. Et en gros, genre, pour faire simple, une personne qui trichait pouvait très facilement avoir son année. Genre, vraiment, si vous n'avez pas de talent, allez en BUT, vous êtes sûr d'avoir au moins un bac plus 3. Après, j'ai une anecdote encore plus croustillante. En gros, c'était en deuxième année cette fois-ci, donc je saute un peu le temps. On devait faire un devoir en React. Pour les gens qui ne savent pas, en gros, React, c'est en quelque sorte un peu comme un outil qui permet de créer des sites web de manière plus facile. Mais qui est un outil qui nécessite de programmer, c'est pas un logiciel. C'est ce qu'on appelle plus communément un framework. Et du coup, en React, on devait faire un site web. Et après, on avait peut-être 3 semaines pour faire ce site web-là. Et après, on devait le présenter à l'oral devant un professeur.
Et du coup, je me rappelle, du coup, je passais avant une personne, et du coup, j'avais vu sa présentation, du coup, j'avais vu son site web et tout, genre vraiment, son site web, il était incroyable, genre, il était bien, genre, il y avait des animations, je crois qu'il y avait, non, il n'y avait pas de 3D, mais il y avait quand même des animations, genre, vraiment, l'interface graphique était pas mal, il y avait pas mal de fonctionnalités et tout, vraiment, le site web était bien. Mais en gros, durant cette orale, le prof devait nous poser des questions. Et genre vraiment, je voyais que le mec ne connaissait absolument rien à ce qu'il faisait, genre vraiment. Et genre, pour l'anecdote, encore après, genre dans le couloir, enfin oui, je suis en Célestin Espion. En gros, dans le couloir, après, j'entendais genre cette personne genre parler avec ses amis. Et du coup, genre vraiment, il a posé une question à un de ses amis qui était vraiment lunaire, vraiment lunaire. Pour les gens qui ont déjà fait du React, c'est une question qui est vraiment lunaire. En gros, il a posé la question à son ami, genre, qu'est-ce que c'est qu'un useState? Un useState. Genre vraiment, un useState, c'est la brique fondamentale de React. Tu ne sais pas ce que c'est qu'un useState, tu ne sais pas faire du React. Genre vraiment. Lui, son projet, il était incroyable. Il savait même pas ce que c'était un useState. Genre vraiment, je me rappelle, et genre, en plus, encore, ça prouve encore plus que tous les étudiants tristes, vraiment, c'est incroyable. En gros, son ami lui a répondu, ah, je sais pas, je crois que c'est comme une variable JavaScript. Genre vraiment, son ami ne savait même pas c'était quoi un useState. Genre, il pensait que c'était comme une variable JavaScript. C'est absolument pas, enfin, ça ressemble un peu, mais c'est absolument pas la même chose. Pour vous faire une analogie, c'est comme si, genre, vous avez un devoir de mathématiques à faire, et genre que vous faites, genre, une formule avec des intégrales, des calculs différentiels, genre un truc de malade mental, et vous savez même pas c'est quoi la différence entre un incrément et une addition. Vraiment, pour moi, c'est le même niveau. 2 fois 2, 4. 2 fois 2, 4 ? Non, c'est 2 plus 2, 4. Genre, ce jour-là, vraiment, j'étais dans le couloir, genre, j'étais sur mon téléphone, j'avais envie de me tirer une balle dans la tête, vraiment. Genre, Et ce qui est encore plus drôle, genre vraiment, ce qui est encore plus drôle, c'est que cette même personne-là, enfin, parce que oui, je suis en Célestin Espion, genre vraiment, j'écoute les gens quand je me fais chier et tout. En gros, ce jour-là, enfin, c'est pas ce jour-là, mais en gros, une fois, j'avais surpris cet étudiant-là, parler avec un autre ami à lui, et en gros, il disait oui, les étudiants qui font pas d'études supérieures, ils sont débiles, nanana. Les gens qui s'arrêtent après le bac, ils sont trop cons et tout. Bon, c'est vraiment très très utile de faire des études et de ne rien savoir et de tout faire avec ChatGPT. Vraiment, c'est très très utile. Vraiment, je pense que c'est le summum de l'utilité, vraiment. Et du coup, moi personnellement, ça me fait penser un peu à ce qu'avait dit un youtubeur que j'aime bien, qui s'appelle Je Primogène. En gros, il avait dit qu'aujourd'hui, genre les jeunes développeurs d'aujourd'hui sont illettrés. Et je suis totalement d'accord avec lui, vraiment, je suis absolument d'accord avec lui. Je rigole pas, hein. Je pense qu'aujourd'hui, la plupart des jeunes codeurs d'aujourd'hui ne savent même pas c'est quoi Stack Overflow. En gros, Stack Overflow, c'est un site communautaire où genre les développeurs s'entraident entre eux. Par exemple, si j'ai un bug informatique, je vais aller sur Stack Overflow, je vais aller mettre mon code, et après il y a d'autres développeurs qui vont me dire ton bug il est à tel endroit, il faut que tu changes ça dans ta ligne de code et tout. Aujourd'hui ça sert plus à rien Stack Overflow. Aujourd'hui, genre... vous allez sur ChatGPT, vous copiez votre code et vous dites quelle est l'erreur, et ChatGPT 90% du temps il arrive à le trouver. Enfin, c'est pas du premier coup, genre au bout de quelques coups il trouve l'erreur et voilà. Vous n'avez même plus besoin de publier sur internet genre, votre code, directement vous le mettez sur ChatGPT, c'est bon. Et ça fait penser aussi à quelque chose qui est assez récent, c'est le vibes coding. En gros, actuellement il y a une mode qui est de créer des logiciels en écrivant le moins de lignes de code possible. Genre, en essayant de tout faire avec ChatGPT ou avec des LLM. Mais ça, j'en reparlerai plus tard dans la vidéo. J'en reparlerai plus tard sur le futur de ce que je pense que va être la programmation. Je suis désolé si je m'emporte un peu, mais cette vidéo, elle me tenait vraiment à cœur. Là, je me soulage de toutes les années de frustration qui sont accumulées en moi dû à ce sujet-là. Une autre chose que je voulais dire et qui c'est pas une blague, c'est que personnellement, quand j'étais en BUT informatique, je connaissais des étudiants qui payaient 20 € par mois pour avoir ChatGPT+, pour espérer avoir des meilleures notes. Et espérer avoir des meilleurs masters, ou espérer avoir des meilleures écoles d'ingénieurs, des choses comme ça. En gros, pour ceux qui ne sont pas au courant, il y a 3 pricing sur ChatGPT. Il y a la version normale qui est gratuite. Après, il y a ChatGPT+, qui coûte 20 € par mois. Et enfin, maintenant, il y a ChatGPT Pro, qui coûte 200 € par mois. Bon, moi, à mon époque, ça n'existait pas, ChatGPT Pro. Mais je suis sûr qu'actuellement... un peu les étudiants qui viennent de familles aisées et tout, ça doit exister des étudiants qui doivent payer 200 € par mois juste pour avoir cette GPT Pro et espérer avoir des meilleures notes. Vraiment, je suis sûr que ça existe.
Du coup, oui, parce que actuellement, genre ChatGPT, genre, qu'on soit bien clair, genre les derniers modèles de ChatGPT, genre O1, O3, genre, ils n'ont pas encore sorti O3, mais il y a O3 mini, je veux dire. O3 mini, il a le niveau d'un doctorant, genre en biologie, en physique et en mathématiques. C'est pas une blague, hein. J'ai une chaîne YouTube où je parle d'intelligence artificielle, et O3, genre par exemple, il y a un benchmark. En gros, un benchmark, c'est un peu comme un outil qui permet de mesurer la capacité de différentes choses, comme par exemple mesurer la capacité d'une voiture, mesurer la capacité, je sais pas, d'une carte graphique. Ça s'appelle le GPQA Measurement. Et en gros, GPQA Measurement, c'est un benchmark qui mesure la capacité des modèles sur des tâches comme genre la biologie, la physique, la chimie et les mathématiques. Et des modèles comme genre O1, O3, Gemini 2.5 font des résultats à la hauteur d'un doctorant, d'une personne qui est en train de passer un bac plus 8, qui est en train de passer un doctorat. Je m'auto-fast-check. En fait, actuellement, les derniers modèles d'intelligence artificielle surpassent même des doctorants et des docteurs sur ce benchmark-là. En gros, ce benchmark, comme je l'ai dit, il est destiné à mesurer la capacité des modèles en biologie, en physique et en chimie. Et la plupart des personnes ayant un PhD, c'est-à-dire en doctorat, ou essayant de passer en doctorat, c'est-à-dire des doctorants, atteignent un score de 65% de précision. Et les derniers modèles de sciences artificielles, comme par exemple le Gemini 2.5 Pro expérimental, c'est encore la version expérimentale, il effectue des scores de 83%. Et par exemple, Grok 3, le modèle de XAI, la société d'Elon Musk, et par exemple, le Grok 3, lui, il obtient 80% de bonnes réponses. Donc aujourd'hui, les modèles de science artificielle surpassent les docteurs et les doctorants dans certains domaines. Si vous arrivez à tricher, par exemple, durant les écrits, je sais pas, de Polytechnique ou je sais pas trop quoi, vous êtes admis à Polytechnique. Et c'est pas une blague. Après, je pense que la plupart des profs sont conscients de cela. D'ailleurs, j'ai pas mal lu genre des commentaires et tout sur des articles de journaux et tout sur ce sujet-là. Et en gros, les profs sont conscients. Il y a même des profs qui arrêtent de faire des DM à cause de ça. Parce qu'ils savent que 80% de ce qu'ils obtiendront, ce sera des choses qui seront faites par ChatGPT. Et j'ai même vu une vidéo du Figaro où genre clairement il y avait un prof qui disait que aujourd'hui faire des DM ça servait plus à rien. En tant que professeur de langue, avez-vous dû adapter votre méthode d'enseignement face à cette nouvelle réalité? Par exemple, les devoirs à la maison, je n'en donne pratiquement plus. Je corrige en grande partie des devoirs faits par des intelligences artificielles. Donc les élèves savent qu'on sait, on sait qu'ils savent. C'est un jeu de dupes, un peu curieux. Le pire, c'est pas ça. Le pire, c'est pas que les profs sont au courant que les élèves trichent. C'est que aussi les établissements scolaires sont au courant de cela. On soit bien d'accord. Par exemple, moi, actuellement, je suis à l'université de... Et il y a clairement marqué dans la charte de l'université que l'usage de l'intelligence artificielle est interdit quand le prof ne le stipule pas. Quand le prof nous dit qu'on n'a pas le droit d'utiliser l'IA, on n'a pas le droit d'utiliser l'IA. Et pourtant, j'en suis sûr que si, c'est pas l'administrateur système, il regarde les journaux de log sur le proxy. En gros, un proxy, c'est un serveur qui joue le rôle d'intermédiaire entre un ordinateur dans un réseau local et Internet. Et en gros, un proxy, ça a plusieurs buts, mais le but principal d'un proxy, c'est de réduire le nombre de requêtes réseau que va faire un routeur d'un réseau local à Internet. Et dans la plupart de ces proxys, en gros, on a ce qu'on appelle des journaux de log. En gros, c'est un peu comme des registres de toutes les requêtes que va faire les ordinateurs dans le réseau local. Et par exemple, dans ce registre-là, on a par exemple l'adresse IP de l'ordinateur qui veut faire la requête réseau. Et on a par exemple l'URL du domaine que l'ordinateur veut accéder, etc., etc. Et en gros, ça peut nous permettre de savoir quel ordinateur a fait quelle requête, quand, etc. Sur le réseau public de l'université, vraiment, ils verraient des connexions à ChatGPT, à Claude, à Perplexity, à Gemini, durant des TP notés, des examens et tout. Et j'en suis sûr qu'ils verraient ça. Hein. Et pourtant, à mon avis, ils font rien. Parce que s'ils faisaient quelque chose, honnêtement, ils perdraient 90% de leurs étudiants, en fait. Ils pourraient virer 90% de promo. Parce que je suis sûr que, honnêtement, moi, j'ai déjà vu plein d'étudiants tricher parce que le prof n'avait absolument pas stipulé qu'on avait le droit d'utiliser ChatGPT, Gemini, ou des choses comme ça. Et je les voyais sur ChatGPT et tout, sur le réseau public de la fac, sur le réseau public de l'université.
Et c'est pareil, genre une autre chose qui était pas trop normale, c'est que par exemple, quand on avait des TP notés, des examens et tout, par exemple, les domaines de, par exemple, de ChatGPT, de Perplexity et tout, bah, ils étaient pas bloqués. Genre. Enfin, normalement, c'est illégal de faire ça, mais il y avait rien qui nous forçait à ne pas y aller. Il n'y avait pas de pare-feu qui nous bloquait l'accès genre, à des domaines genre comme ChatGPT, Claude, Perplexity, etc. En gros, un pare-feu, c'est un peu comme un proxy. En gros, c'est quelque chose qui fait l'intermédiaire entre un ordinateur local et Internet. Ça permet de filtrer les choses que peut avoir accès l'ordinateur, pour des raisons de sécurité, ou pour des raisons éthiques, légales, etc. Une autre chose que je veux dire, c'est que tricher avec de l'IA, c'est pas du tout la même chose que tricher par exemple en genre en copier-coller ou des choses comme ça. Pour tout ce qui est plagiat, genre faire un copier-coller de quelque chose qui existe déjà sur Internet, ben ça c'est beaucoup plus détectable parce que ben, déjà il existe des détecteurs de plagiat et qui marchent plutôt bien. Alors que pour ce qui est de l'IA, bah, certes il existe des détecteurs d'IA, mais ils fonctionnent beaucoup moins bien que des détecteurs de plagiat. Et même par exemple, si on parle des derniers modèles d'OpenIA, par exemple le GPT 4.5, genre Sam Altman, le PDG de OpenIA, la société derrière ChatGPT, il a clairement dit sur Twitter et même durant des interviews télévisées qu'il cherchait à que ces futurs modèles, genre GPT 4.5, GPT 5 et tout, aient une meilleure intelligence émotionnelle. C'est-à-dire qu'au lieu que le modèle genre, va générer du texte qui sera un peu genre robotique, genre parfait, genre qui fera vraiment genre robot, genre qui fera vraiment bot, qui fera vraiment IA, ben là en gros les réponses des modèles seront plus human-like, genre ressembleront plus à des humains. Et du coup les détecteurs de plagiat fonctionneront beaucoup moins bien qu'auparavant. Et puis même genre actuellement, sans utiliser par exemple GPT 4.5, genre juste en utilisant par exemple GPT 4o, genre j'ai juste à lui demander genre de faire quelques fautes d'orthographe et tout, et c'est bon, genre il fait du texte qui ressemble à peu près à ce que pourrait faire un être humain. Et il y a même des tutos sur TikTok, YouTube et tout, des gens qui font des tutos, genre sur comment genre rendre du texte qui est généré par IA plus humain. Voici comment rendre du contenu généré par ChatGPT indétectable au détecteur d'IA. Le résultat est impressionnant, regardez, on passe de 97% rédigé avec de l'IA à 0%. L'astuce est très simple, c'est qu'à chaque fois que vous allez venir générer un texte avec ChatGPT, vous venez le sélectionner, le copier, puis après dans Google, vous allez taper Neural Writer et là, vous allez venir cliquer sur le premier lien ici. Vous faites bien attention à ce que la section reformuler soit cochée et ici, vous venez coller votre texte et vous cliquez sur paraphraser maintenant. Quand vous revenez dans un détecteur d'IA et que vous collez le texte, eh bien, ce dernier est détecté comme si qu'il avait été écrit par un humain, 0% d'IA. Et après, genre, pour ce qui concerne moi, genre l'informatique, par exemple, en langage de programmation, genre en code source, c'est quelque chose qui soit vrai, soit faux un peu. Genre, il y a différentes manières genre d'écrire en programme, mais c'est quelque chose qui fait moins appel genre à l'intelligence émotionnelle et genre c'est très dur de détecter si genre un code informatique a été généré par IA ou a été généré par un être humain. C'est quasiment impossible. Et c'est pareil pour tout ce qui est mathématiques et tout. Et qu'on soit bien clair, la plupart des laboratoires, entreprises d'intelligence artificielle sont au courant de ce problème-là. Genre par exemple, j'avais lu en article de Le Monde en 2024 qui disait qu'en gros, OpenIA genre possédait en interne un logiciel genre de détection genre d'IA et qu'ils avaient choisi genre délibérément genre consciemment de pas le déployer parce qu'ils avaient peur que, selon eux, que ça impacte négativement leur nombre d'utilisateurs. Selon une étude genre du Wall Street Journal, en gros, ils avaient fait un questionnaire et à s'y paraît, selon eux, genre 30% des participants à ce questionnaire avaient répondu que s'il existait un détecteur d'IA, ils utiliseraient moins ces outils d'IA en gros. Et en plus, sans parler de ça, c'est que par exemple des sociétés comme OpenIA et tout, genre dans ChatGPT, genre qu'on soit bien clair, c'est qu'ils conservent notre conversation. C'est-à-dire qu'ils ont accès dans leur base de données à toutes les réponses qui ont été générées par leur modèle. Du coup, ils pourraient très très facilement savoir si par exemple si tel texte a été généré par une IA ou pas. Genre, pour moi, genre, je suis informaticien, je ne vois aucune complexité technique à faire un détecteur d'IA qui permet de savoir si un texte a été généré ou pas par une IA. Là, je sais qu'il y a des gens qui vont me dire que je suis totalement anti-IA, que l'IA ça peut être bien pour tout ce qui est éducation et tout. Et je suis totalement d'accord avec vous. Pour moi, l'IA ça peut être vraiment quelque chose de très très bien. Alors, pour moi, même je pense que l'IA c'est un peu genre le futur de l'éducation. Genre, vraiment, je pense que
dans le futur, on pourra tous avoir un mini-prof qui sera capable de nous aider à faire nos devoirs, à nous expliquer quelque chose qu'on ne comprendra pas. Et non, c'est bien. Alors, par exemple, si tu utilises ChatGPT pour te poser des questions genre avant un examen, pour t'entraîner à cet examen, honnêtement, je trouve que c'est une bonne utilisation de ChatGPT. Mais la plupart des étudiants n'utilisent pas ChatGPT pour ça. Alors, la plupart des étudiants, c'est pas genre un outil qui permet de les aider à réviser, à apprendre, etc. C'est un outil qui permet de faire leurs devoirs à leur place. Et là, ça c'est un problème, ça, pour moi. D'ailleurs, pour revenir au fait que je suis pas anti-IA, alors je sais pas si vous l'avez remarqué, mais l'intro de cette vidéo, genre j'ai fait un animé, et les vidéos de cet animé sont générées par IA, donc je suis absolument pas contre l'IA. Alors, moi, je suis un grand fan d'intelligence artificielle, genre j'utilise ChatGPT, Gemini, genre je suis vraiment un grand fan d'intelligence artificielle, mais pour autant, genre l'intelligence artificielle a quand même des aspects négatifs, et ça, c'est un aspect négatif de l'intelligence artificielle. Un autre truc que ça me fait penser un peu à l'intelligence artificielle, c'est ça me fait penser genre un peu au dopage. Pour moi, c'est à peu près la même chose. Alors, il y a des gens qui vont dire que il faut légaliser le dopage parce que comme ça, au moins, tous les athlètes seront au même niveau. Pour moi, je pense que c'est un argument de merde. Genre. Et pour moi, l'intelligence artificielle, c'est à peu près la même chose. Genre. Le but de l'école, c'est d'instruire les gens, de former des gens à certains métiers. Et si les gens utilisent que ChatGPT, qu'ils s'instruisent pas, ils apprennent absolument rien, pour moi, l'école perd son sens. Et c'est pareil pour le dopage. Genre. Si les gens commencent à se doper, le sport perd de son sens, quoi. Le but premier du sport, c'est de se maintenir en bonne santé. Se maintenir en bonne santé mentale, physique, etc. Et là, c'est pareil. Et aussi, un autre truc que je voulais dire aussi, la tricherie, c'est que déjà, ça existait bien avant les outils d'IA comme ChatGPT, Gemini et tout. Genre, on pouvait déjà tricher avant avec Google, etc. Mais bon, là, ça a accéléré les choses, on va dire. Et aussi, ça défavorise les personnes qui sont honnêtes, genre honnêtement. Personnellement, moi je connais des gens qui ne trichent absolument pas, genre qui utilisent quasiment jamais ChatGPT, et surtout qui utilisent jamais ChatGPT pour tricher. Et ces personnes-là sont désavantagées par rapport à des personnes qui trichent, quoi. Genre des personnes qui vont rien savoir et qui vont pour aller genre dans des bonnes écoles d'ingénieurs, dans des bons masters et tout. Il y a d'autres personnes genre qui trichent absolument pas, genre qui sont beaucoup plus compétents et qui vont se retrouver dans des écoles d'ingénieurs, des masters qui seront beaucoup moins classés, alors qu'honnêtement, ils mériteraient beaucoup plus que les personnes qui trichent d'aller dans ces écoles d'ingénieurs ou ces masters. Aujourd'hui, pour moi, genre vraiment, la question à se poser, c'est même plus genre qui triche ou qui triche plus, c'est genre à quel point les gens trichent. Genre vraiment, genre, pour moi, genre, comme j'ai dit, genre, il y a quelques personnes qui trichent pas, mais genre 90% des personnes trichent. Et du coup, il faut se demander genre qui triche le plus ou pas. Genre, à partir de quel moment on définit ça comme de la fraude. Pour moi, c'est vraiment ça. Et du coup, c'est un peu ce qui mène à ma première désillusion, qui est que, à quoi servent vraiment les études si tout le monde triche en fait? Est-ce que ça a encore un sens ou pas? Mais c'est aussi à ce moment que j'ai commencé à me dire que, ok, c'est peut-être cool que l'IA soit capable de faire mes devoirs, mais peut-être qu'un jour aussi elle serait capable de faire mon travail. Et ça, c'est un peu moins cool, on va dire. Bon, malgré le fait que tout le monde avait arrêté d'utiliser son cerveau, et que j'ai commencé à douter de l'utilité de mes études, je dois l'avouer, grâce en partie à ce petit outil magique qui était ChatGPT, je réussis à valider ma première année sans trop de difficultés. Cette réussite m'avait donné confiance en moi, et j'étais plus excité que jamais de rentrer en deuxième année. Contrairement à ma première année, je n'étais plus anxieux de vivre seul sans mes parents, et j'étais beaucoup moins stressé concernant ma capacité à réussir mes études. Comme ma première année finalement, ma deuxième année se passe plutôt bien. J'ai plutôt des bonnes notes et les cours m'intéressent. Mais contrairement à ma première année, durant cette deuxième année, je devais faire un stage obligatoire de 12 semaines en entreprise, durant mon deuxième semestre pour valider mon année. Cela ne m'inquiétait pas tant que ça, car je connaissais un ami qui était auto-entrepreneur. Donc bon, je me disais que ça allait passer, et je ne me faisais pas trop de soucis à ce sujet-là. Mais durant l'un de ces fameux cours chiants que j'avais avec ma prof qui s'occupait des stages, cette dernière nous dit que l'établissement est réticent à accepter des stages en auto-entreprise. Donc là, je prends un petit coup de pression. Inquiète par ce qu'elle vient de dire, je me demande si l'établissement interdit vraiment les stages en auto-entreprise, même si ce dernier a un rapport avec ce que l'on fait. Elle me dit que non, mais qu'il faut qu'elle en parle avec ses collègues. En gros, les autres profs. Mais que l'établissement préfère quand même que l'on fasse notre stage dans une vraie entreprise. Sauf que moi, je voulais vraiment faire mon stage dans l'auto-entreprise de mon ami, car il était freelance et qu'il faisait des missions, projets qui m'intéressaient vraiment. Je m'entête donc à vouloir faire son stage dans sa micro-entreprise.
Et puis je me dis qu'il n'y a aucune raison pour laquelle il refuserait mon stage. Parce qu'il faisait des choses qui avaient vraiment 100% de rapport avec ce que l'on faisait. Genre, il voulait me faire une application mobile en Flutter, donc quelque chose qui est en rapport avec le programme, et même du machine learning avec TensorFlow. En gros, le Flutter, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un framework. En gros, c'est quelque chose qui permet de faciliter la création d'applications mobiles. Et TensorFlow, c'est pareil, mais pour faire du machine learning. Bon, pour le machine learning, c'est un peu hors programme, mais c'est quelque chose qui m'intéresse, moi. Parce qu'à l'époque, j'avais l'intention, à la fin de mes études, de me spécialiser en intelligence artificielle. Mais vraiment, je me dis qu'il y a 100% de chance qu'ils valident mon stage. En plus, ils savent très bien que c'est compliqué en deuxième année de trouver un stage. Donc je me dis que s'ils valident pas mon stage, c'est vraiment des... Donc je dis à mon ami de remplir ma convention de stage. Il le fait et je le soumets à ma prof qui s'occupe des stages. J'attends quelques jours, rien ne se passe. Une semaine, c'est pareil. 2 semaines, toujours rien. 3 semaines, encore rien. Moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas trop déranger les gens. Mais là, ça commence à me casser les... Mais cette semaine-là, on avait une séance d'essai de 4 heures. Et durant cette séance, la plupart de nos profs étaient là. Dont la prof qui s'occupait des stages. Les profs venaient nous voir pour nous poser des questions concernant notre SAE. Et au bout d'un moment, la prof qui s'occupait des stages vient nous voir. Elle commence à nous parler de tout et de rien, comme de sa vie. Oui, cette prof adorait parler de sa vie, de ses enfants, etc. Et au bout d'un moment, elle s'arrête de parler, et elle vient vers moi et elle me dit « Ah oui, en fait, je sais pas si je vous l'ai dit, mais le stage dans votre micro-entreprise, en fait, ils veulent pas. » Elle parlait de ses collègues. Donc ça faisait 3 semaines que j'attendais. Elle savait que mon stage n'avait pas été validé, et elle ne m'avait même pas envoyé un mail pour me prévenir. Donc bon, là je me dis que je suis sacrément dans la merde. Il me reste plus que 3 mois pour trouver un stage, et je n'ai aucune piste. Et si je ne trouve pas de stage, je ne valide pas mon année, donc je suis vraiment dans la merde. Mais bon, je me dis que ça devrait pas être si compliqué que ça de trouver un stage payé 600 € par mois. Parce que oui, en France, les stages de plus de 2 mois doivent être obligatoirement rémunérés. Parce que par le passé, j'avais déjà fait des jobs d'été, et que je n'avais eu aucun problème à en trouver un. Donc un stage payé 600 € par mois, où j'ai déjà quasiment 2 ans de formation, ça devrait être plus simple que trouver un job payé au SMIC 1400 €, où je n'ai aucune formation. Non? Et puis bon, l'informatique c'est un peu connu comme étant l'Eldorado, donc bon... Des développeurs, ce sont des profils rares. Il en manquerait entre 10 000 et 40 000 sur le marché français. Alors depuis 3 ans, pour faire face à cette pénurie, des établissements d'un nouveau genre se sont créés. Et puis les entreprises recrutent à bout de bras, parce qu'on est en pleine pénurie d'ingénieurs informatiques. Donc moi, en bac+2, payé 600 € par mois, je devrais être une aubaine pour les entreprises. Elles devraient tous vouloir se jeter sur moi. Donc je m'inscris sur le site web de Satan, nommé LinkedIn, et je spamme toutes les candidatures possibles. Mais je me rends compte d'un petit problème, c'est que pour chaque poste, il y a une centaine de postulants. Mais je me dis que ça doit être un bug, ou qu'il doit y avoir beaucoup de bots. Donc je m'inquiète pas tant que ça. Mais je trouve ça quand même un peu bizarre. Les semaines passent et je ne reçois aucune réponse de la part des entreprises. Je commence à m'inquiéter, je recontacte donc la prof qui s'occupait des stages pour lui dire si c'est réellement pas possible de valider mon stage dans l'auto-entreprise de mon ami. Elle me dit que non. Les mois passent et je réussis finalement à avoir 2 entretiens d'embauche par 2 entreprises. La première entreprise ne me retient pas à la suite de l'entretien et la deuxième l'annule parce qu'ils se rendent compte que mon stage ne correspond pas avec ce qu'ils recherchaient. Le temps continue de passer, et il me reste maintenant plus que quelques semaines avant le début de mon stage. Et cela devient donc une évidence pour moi. Je ne trouverai pas de stage, et je ne validerai pas mon année par la même occasion. Et c'est ce qui mena à ma deuxième désillusion, qui est le marché du travail actuel. Bon, ça c'est pas vraiment lié à l'IA, mais c'est quand même un peu lié à l'IA quand même. Du coup, comme je l'ai dit dans ma première partie de ma vidéo, actuellement je pense que la plupart des étudiants ne font pas des études pour apprendre des choses ou apprendre des compétences, mais ils font des études pour espérer avoir un meilleur avenir. Et ça justement, ça se voit justement avec la tricherie, avec l'IA, etc. Et pour appuyer plus ça, du coup je spoil un peu, mais actuellement je suis en 2e année de licence informatique, et en début d'année, on avait en cours de base de données, et le prof de ce cours, durant ce cours magistral, en gros il avait posé une question à l'amphithéâtre, qui était genre, qui a déjà fait du SQL? En gros, le SQL, pour les gens qui savent pas, c'est un langage informatique qui permet d'interagir avec une base de données. Et en gros, genre, quand le prof a posé cette question-là, en gros, il y avait genre 80% de la promo
qui n'avaient jamais fait du SQL. C'est-à-dire que 80% de la promo n'avaient jamais fait d'application de leur vie. Genre, parce que pour faire une application qui un peu complexe, genre, qui enregistre des données, etc., faut forcément avoir une base de données. Hein. Et du coup, ça prouve que 80% de la promo, n'en a un peu rien à foutre de l'informatique. Quoi. Alors, t'es en deuxième année de licence, t'as jamais fait de base de données de ta vie. Bon, voilà quoi. Et du coup, dans cette partie, je vais essayer de montrer point par point pourquoi je pense aujourd'hui que ce n'est plus worth, on va dire, bénéfique de faire des études. En tout cas, pour espérer avoir justement un meilleur avenir. Donc, premièrement, on va parler du fait que les études permettent de faciliter l'accès au marché du travail. Bon, du coup, ça, c'est que la plupart des études montrent le contraire, mais honnêtement, moi, de mon expérience personnelle, j'ai plutôt l'impression que c'est l'inverse, honnêtement. Genre, du coup, comme j'ai dit, genre, durant l'animé de cette partie, j'ai déjà fait plusieurs jobs d'été, et je n'ai jamais eu de problème, justement, à en trouver un. Et l'année dernière, genre, quand j'ai essayé de chercher un stage de 3 mois en informatique, rémunéré 600 € par mois, c'est-à-dire quasiment rien, dans un domaine genre, qui est censé être en pénurie, ou genre, la plupart des employeurs sont censés genre, être en recherche permanente de main-d'œuvre et tout, j'ai absolument rien trouvé. Hein. Alors que honnêtement, j'ai fait une centaine de candidatures. Et que quand je recherchais genre, des jobs d'été, au bout d'une dizaine de candidatures, la plupart du temps, j'en trouvais un. Ça m'avait fait bien rire, alors, honnêtement. L'année dernière, je me rappelle, genre des fois, genre je postulais à des postes, genre je faisais exprès genre, de prendre genre, des offres d'emploi, genre avec le moins de candidatures possible. Genre je postulais dans cette offre, j'attendais genre quelques jours, genre littéralement 2-3 jours pour voir comment avait évolué genre, ma candidature. Et honnêtement, je re-allais sur l'offre d'emploi, et d'un coup je voyais genre 100 candidats. 100 candidats. Alors, en 2 jours, il y avait 100 personnes qui avaient candidaté pour le même poste que moi. Donc honnêtement, genre, la pénurie d'ingénieurs informatiques, honnêtement, moi je la vois pas trop, honnêtement. Et ça, c'est vraiment genre, quelque chose genre, que je recommande à tous les jeunes qui sont pas encore en études supérieures et qui savent pas trop ce qu'ils veulent faire et tout, de faire ce que j'appelle, moi, honnêtement, le test de LinkedIn. C'est-à-dire, par exemple, vous avez, genre, vous voulez faire un métier plus tard, au lieu de vous fier, genre, je sais pas, à vos parents, surtout s'ils travaillent pas dans le domaine dans lequel vous voulez travailler, ou je sais pas, à vos profs, ou même à la conseillère d'orientation genre de votre lycée, ou je sais pas quoi, allez directement genre sur LinkedIn, Indeed, etc., genre sur des sites d'offres d'emploi. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on a la chance de vivre à une époque où on a accès au marché du travail en temps réel, genre littéralement, genre en un clic, on a accès au marché du travail. Et genre, vous allez sur LinkedIn, vous regardez, genre, je sais pas, vous prenez 10 offres d'emploi dans ce que vous voulez faire, et genre vous regardez le nombre de candidatures qu'il y a par offre d'emploi, le salaire de chaque offre d'emploi, et la description de ces offres d'emploi. Et comme ça, au moins, ça vous fera un aperçu réaliste de ce que sera genre, votre futur travail, honnêtement. Bien plus précis que genre, si vous demandez des conseils à une conseillère d'orientation qui, elle, comme la plupart des gens, se fie à des handis, etc., sur les métiers qu'elle est censée vous conseiller. Genre. Et pour parler du fait que actuellement j'ai pas l'impression genre, que la plupart des métiers intellectuels, des métiers qualifiés, sont plus recherchés que la plupart des métiers manuels, on va dire un peu moins qualifiés, c'est que honnêtement, alors je sais pas si vous allez sur les réseaux sociaux, je sais pas, vous allez sur TikTok, Twitter et tout, la plupart genre, des employeurs se plaignent pas genre, de pas trouver genre, de la main d'œuvre dans des métiers qualifiés, mais la plupart du temps, ils se plaignent de ne pas trouver genre, de la main-d'œuvre justement dans des métiers qui sont pas très qualifiés ou des métiers manuels. Par exemple, dernièrement, j'ai regardé une vidéo d'un patron qui possédait, je crois, 2 entreprises. Il possédait un média et il possédait un restaurant. Et genre, il disait que genre, dans sa société de presse, genre, quand il recherchait genre, un journaliste, genre, à chaque offre d'emploi qu'il mettait genre, je sais pas, sur LinkedIn et tout, il recevait genre 200 candidatures. Et par contre, une fois quand du coup il avait genre je sais pas trop quoi, genre racheté un restaurant, et par contre il recherchait un chef justement pour son restaurant, il trouvait absolument rien, alors vraiment. Vous êtes vous-même chef d'entreprise, quelles sont les principales difficultés auxquelles vous êtes confronté? Je dirige un groupe média et donc j'ai principalement des journalistes et que c'est le métier le moins en tension de France. Quand je mets une annonce, j'ai 250 candidatures en une semaine et en 2020 j'ai racheté un resto et je mets le même jour une annonce pour un chef qu'une annonce
pour un journaliste dans mon agence. J'ai 250 candidatures, 290 candidatures même en moins de 10 jours d'un côté, et de l'autre côté, rien. Zéro. Littéralement, j'ai même trouvé une vidéo d'un patron qui était prêt à payer 1000 € la personne qui réussirait à lui donner une piste pour qu'il trouve un chef dans son restaurant, littéralement. La personne qui me recommande un chef de cuisine typique italien ou un pizzaiolo, je lui offre 20 gros billets de 50 €, ce qui fait 1000 €. Parce qu'en France, et comme dans la plupart des pays du monde, on vit dans des sociétés capitalistes. Et par exemple, je crois qu'en France, je crois qu'il y a 70% de la population active qui travaille dans le secteur privé. Et dans le privé, contrairement au public, dans le public, c'est vrai que genre, ton niveau d'études définit quand même ta rémunération et ton salaire. Mais dans le privé, ce qui définit ta rémunération et ton salaire, c'est surtout ta rareté. C'est-à-dire que par exemple, quelqu'un qui a genre, je sais pas, un CAP genre boucherie ou un CAP genre en électrotechnique gagnera plus que genre une personne qui a genre un doctorat en sociologie ou en, je sais pas, en histoire de l'art ou en, je sais pas, littérature anglaise ou je sais pas trop quoi. Bon, après, généralement, les personnes qui ont ce type de diplôme ont quand même plus tendance à travailler dans le public que dans le privé. Et de toute façon, aujourd'hui, la plupart des diplômes n'ont plus énormément de valeur. Genre, par exemple, aujourd'hui, en 2024, il y a 24% des personnes qui arrêtent leur étude avec un niveau master, c'est-à-dire en bac+5. Par exemple, selon l'INA, l'Institut National des Archives, en 2021, il y a 141 000 personnes qui ont reçu un diplôme de niveau master, alors qu'en 1990, il y avait eu seulement... bon, à l'époque, c'était pas des masters, ça s'appelait des DESS ou des DEA, je crois, avant 2004. À l'époque, il n'y avait que 36 600 personnes qui avaient reçu un diplôme de ce niveau-là. Donc, le nombre de masters en 21 ans a quadruplé, ce qui est vraiment énorme. Et c'est pareil pour le bac. En 1980, il n'y avait même pas 30% de la population qui obtenait un bac. Alors qu'aujourd'hui, on a 119,4% de personnes qui obtiennent un bac. Donc vraiment, à l'époque, une personne qui avait juste un bac, c'est la personne qui avait le plus de diplômes dans sa famille. Alors qu'aujourd'hui, le bac, ça n'a aucune valeur sur le marché du travail. Aujourd'hui, tous les étudiants veulent faire des études longues pour avoir un travail qualifié, un travail dans le tertiaire ou je sais pas trop quoi. Mais sauf que, aujourd'hui, tout le monde peut avoir des diplômes, comme je dis, il suffit de trisser, il suffit de bien savoir trisser. Si tu sais bien trisser, t'es quasiment sûr d'avoir un diplôme. Mais pendant des années, on nous a dit que la plupart des métiers manuels et tout, ils allaient se remplacer par des robots, des machines, etc. Mais sauf qu'en fait, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est le contraire, en fait. Aujourd'hui, justement, c'est pas les métiers manuels, les métiers peu qualifiés et tout, qui sont plus sujets au remplacement, mais justement, c'est les métiers intellectuels, les métiers... même artistiques, comme je l'ai dit au début de ma vidéo, qui sont plus sujets à l'automatisation et à se faire remplacer par des IA. Et de toute façon, aujourd'hui, la différence de salaire entre des personnes ayant des qualifications et des personnes n'ayant pas de qualifications n'est plus tant énorme que ça. Selon l'INSEE, en 2023, le salaire médian d'une personne ayant un baccalauréat était de 1410 € net par mois, avec une expérience de 1 à 4 ans. Et pour une personne ayant un diplôme supérieur long, genre un master, etc., le salaire médian net était de 2000 € par mois, pour pareil, une expérience de 1 à 4 ans. Donc c'est pas une différence qui est tant énorme que ça en soi. Et cette différence a tendance à diminuer, parce que selon le journal du net, bon, c'est pas une source autant précise que pourrait l'être l'INSEE, mais bon, c'est quand même une bonne source. La catégorie socio-professionnelle ayant eu la plus grande évolution de salaire sont les ouvriers, qui eux ont eu une évolution de salaire entre 1996 et 2018 de 54,8%. Après, on a les employés normaux, qui eux ont eu une évolution de salaire de 45,9%. En avant-dernière place, on a eu les cadres et les chefs d'entreprise qui eux ont une évolution de salaire de 41,5%. Et puis la plupart des professions intellectuelles, la plupart des professions qualifiées sont dans des grandes villes. C'est-à-dire que par exemple la plupart des ingénieurs travaillent dans des grandes villes comme Marseille, Paris, Nice. Enfin, des villes où le coût de la vie est quand même plus cher que par exemple en campagne ou dans des milieux ruraux. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est important à prendre en compte. Par exemple, une personne qui gagne,
je vais dire des chiffres un peu au pif, mais 3000 euros par mois net à Paris, bah, comparé à une personne qui gagne, je sais pas, 2000 euros net par mois en province, bah, il aura pas tant en pouvoir d'achat plus élevé que la personne qui est en province, même s'il a un salaire plus élevé. Et puis de toute façon, comme je l'ai dit tout à l'heure, on vit dans une société capitaliste. Et dans une société capitaliste, ce qui rapporte le plus d'argent, ce qui font que genre, les milliardaires sont milliardaires et que la plupart des personnes qui sont extrêmement riches sont riches, c'est pas les revenus du travail, c'est les revenus du capital. La plupart des patrimoines des personnes extrêmement riches, comme des milliardaires et tout, c'est la valorisation des parts de capital qu'ils ont dans leur société. Et c'est pareil pour leurs revenus. La grande partie de leurs revenus ne provient pas de leur salaire, elle provient genre, de leurs dividendes, qui sont en partie calculés par rapport au nombre d'actions qu'ils possèdent dans leur entreprise. Et cela, selon moi, va être encore plus vrai avec l'IA. Moi, je pense que l'IA et plus largement la technologie vont remplacer le travail par le capital. C'est-à-dire que, en gros, une IA pourra faire, c'est pas le travail, genre, je sais pas, de 10 ingénieurs, et un patron préférera payer, genre, je sais pas, genre, 1000 euros d'API par mois. En gros, une API, c'est ce qui permet à plusieurs programmes informatiques de communiquer entre eux. Comme par exemple permettre le fait que deux ordinateurs puissent communiquer entre eux. Actuellement, il y a énormément d'intelligence artificielle que l'on peut utiliser qu'à travers ces API en dehors de leur chatbot. Et on peut utiliser par exemple une API pour utiliser ces modèles d'IA pour effectuer certaines tâches, etc. Pour faire en sorte qu'une IA ou qu'un agent IA fasse... En gros, un agent IA, c'est une IA qui est capable d'effectuer des actions. Et si vous êtes intéressé à ce sujet-là, j'ai une chaîne YouTube où je parle justement comment créer des agents IA, etc. Le lien vers ma chaîne YouTube, il va apparaître en haut à gauche. Une tâche et tout, plutôt que de payer, je sais pas, 10 ingénieurs 3000 euros par mois pour qu'ils fassent la même tâche. Donc honnêtement, aujourd'hui, je pense qu'il faut mieux avoir du capital que avoir des diplômes et avoir un bon métier. Enfin, moi, je pense ça. Là, vous allez me dire, oui, mais pour créer une société, il faut avoir fait des études. Nanana. Nope. Mais justement, ça, je pense que c'est faux. Je pense justement qu'avoir fait des études, en fait, ça te prédispose à faire un travail salarié. Et une fois que t'as un travail salarié, que t'es cadre et tout, en fait, t'as plus de temps pour toi, pour créer une société et pour entreprendre. Enfin, moi, c'est ce que je pense. 3. Les métiers qualifiés sont mieux que les métiers non qualifiés. Alors ça, c'est un peu vrai. C'est-à-dire que les métiers qualifiés sont quand même moins pénibles, moins physiques que les métiers non qualifiés. Mais ce qu'on oublie souvent de dire, c'est que les métiers qualifiés sont souvent plus stressants et demandent souvent plus de responsabilités que les métiers non qualifiés. Par exemple, les métiers de type ingénieur, les métiers de type cadre, c'est pas vraiment un métier, mais voilà. Bah, c'est des métiers quand même qui ont tendance à mettre une certaine pression aux personnes qui exercent ces métiers-là et qui demandent pas mal de responsabilités, de faire par exemple des heures sup quand l'entreprise va mal ou des choses comme ça. Alors que quand on fait un métier non qualifié, on n'est pas directement touché dans ces choses-là, on va dire. On n'est pas autant consacré à l'entreprise que quand on a un métier qualifié de type cadre, etc. 4e point, les diplômes apportent un certain statut social. Bon, par contre, ça c'est vrai, ça. Et c'est l'un des points qui m'a le plus fait douter sur le fait d'arrêter mes études ou pas. Bon, ça, pour se rendre compte que c'est vrai, il suffit de regarder genre, les gens sur LinkedIn, même sur Twitter et tout. Genre, en France, genre, le nombre de personnes qui aiment bien, genre, marquer qu'ils sont ingénieurs, marquer qu'ils sont docteurs et tout. Genre aux États-Unis, un docteur s'appelle un PhD. Genre, vous allez sur LinkedIn, vous marquez PhD. Pour savoir les gens qui ont un PhD, genre, c'est très simple. Sur leur nom, genre LinkedIn, il y a leur nom, puis après PhD, genre. Et puis même, genre. Pour moi, ça, c'est un peu, genre, une particularité, genre, française. Mais, genre, par exemple, en France, on aime bien, genre, donner des noms aux personnes qui sortent de telle école d'ingénieur. Genre, par exemple, je crois que les gens qui sortent de Polytechnique, on les appelle des polytechniciens. Les gens qui sortent de l'ENA, on les appelle des énarques. Ou je sais pas, encore des gens qui sortent de Centrale Sup, on va les appeler genre des centraliens. Et puis même, genre, ma famille pense que je suis fou, genre, de vouloir arrêter mes études à cause de l'IA, parce que dans ma famille, genre, n'y croit absolument pas, genre, que l'IA va remplacer la plupart des métiers intellectuels. Alors que moi, je pense que c'est vraiment le cas. Et je pense que ça va vraiment arriver, genre, dans 4-5 ans. Donc j'ai aucun intérêt à faire des études. Mais bon, ça j'en parlerai plus tard dans la vidéo. Parce que moi j'ai beau genre être un peu genre
c'est pas que je suis autiste, mais genre je pense que genre j'ai un peu des traits autistiques, genre je m'en fous un peu des gens, genre je suis un peu genre asocial, j'aime bien être seul. Mais genre je pense que genre en tant qu'être humain, genre on vit en grande partie genre par rapport à notre statut social, genre par rapport à ce que genre la société pense de nous et ce que les gens pensent de nous plus en général. Et je pense que genre le statut social c'est quand même quelque chose qui est assez important en tant qu'être humain. Et je pense que les diplômes, ben justement, c'est quelque chose assez important, genre dans la manière dont on juge les gens. Surtout, enfin, ça dépend du milieu social dans lequel on vient, mais je pense que si on vient dans un milieu social qui est assez genre élevé, je pense que ne pas avoir des études, genre juste avoir le bac comme ça va être le cas pour moi, ben, c'est quelque chose qui est assez mal vu. Mais ces derniers temps, genre, j'ai quand même pas mal réfléchi sur genre, le but de ma vie, genre quel était le sens de ma vie, qu'est-ce que je voulais accomplir dans ma vie. Et ça, c'est vraiment une question genre, que je pense que la plupart des gens ne se posent pas dans leur vie, mais qui est une question qui est quand même assez importante. Genre, je pense que la plupart des gens genre, vivent leur vie genre, de manière un peu genre, automatique, genre ils font les choses que genre, la société veulent qu'on fasse, sans se poser vraiment la question genre, de quel est le sens de leur vie, genre qu'est-ce qu'ils voudraient faire dans leur vie. Et ça d'ailleurs ça m'énerve, c'est le nombre d'étudiants qui font des études genre, sans savoir ce qu'ils veulent faire dans leur vie, genre ils font des études juste parce que genre parce qu'il faut faire des études, genre, on vient de société où genre si tu fais pas d'études bah c'est mal vu. Du coup il y en a ils sont juste dans des domaines, du coup ils font des études dans ces domaines-là parce que bah comme ça au moins ils ont un diplôme dans ce domaine-là. Il y a d'autres personnes genre c'est parce que genre leurs parents genre veulent qu'ils fassent tel métier et du coup eux même si c'est pas des fois de manière genre directe, c'est pas des fois c'est assez genre subtil, genre c'est juste leurs parents genre ils leur font des petites remarques, des choses comme ça, genre il faut que tu fasses tel métier et tout. Ils savent pas ce qu'ils veulent faire dans leur vie, mais du coup bah ils font ça. Et je trouve que plus tard dans leur vie ils seront pas heureux. Et ça c'est assez triste en vrai. Cinquième point, les études permettent de faire ce que l'on aime. Bon alors ça c'est un peu vrai, mais moi honnêtement j'aurais quand même tendance à dire que le travail et plus largement aussi les études rend tout ce que t'aimes genre un peu chiant. Genre, moi je fais des études en informatique, genre je suis passionné par l'informatique, genre je fais de la programmation depuis la fin de mon adolescence, genre depuis mes années lycée. Mais honnêtement, genre mes études d'informatique, honnêtement je trouve que c'est nul honnêtement. Genre moi honnêtement, genre pour moi tout ce que j'apprends, genre durant genre mes études, je sais que je peux l'apprendre genre de par moi-même sur internet, genre et que genre mes études n'apportent genre aucune plus-value à qu'est-ce que je pourrais apprendre genre sur internet. Ça. Et je dirais même que c'est moins bien que si j'apprenais tout sur internet. Ça. Et après pour ce qui est du travail, honnêtement, enfin pour moi genre tu peux être épanoui au travail, mais pour moi c'est quand même quelque chose qui est assez rare. Honnêtement je pense que dans le monde du travail actuel, même si tu fais quelque chose que t'aimes, genre en gros, le travail ça va un peu genre, c'est pas dire, aliéner la chose que t'aimes, genre. Et tu prendras pas de plaisir à faire ce que tu es censé aimer durant ton travail. Enfin moi je pense ça. 6. Les travails qualifiés sont moins impactés par l'automatisation. Bah, du coup ça comme je l'ai dit tout à l'heure, bah, je pense que c'est faux. Bon, dans cette partie je vais me consacrer à l'impact actuel de l'automatisation sur les métiers qualifiés. Pour ce qui est de l'impact futur que aura genre les futures technologies comme l'IA et tout sur les métiers qualifiés, j'en parlerai plus tard dans la vidéo. Comme je disais tout à l'heure, honnêtement, je pense qu'aujourd'hui, les métiers qui sont le plus sujets à l'automatisation, justement, c'est pas les métiers manuels, c'est pas les métiers peu qualifiés, mais justement, je pense que c'est les métiers justement qualifiés et même les métiers intellectuels. Et ça, justement, je le vois aujourd'hui dans mon domaine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, sur la plupart des IDE, en gros, c'est genre des outils qui permettent genre d'écrire du code, etc. Dans la plupart de ces IDE-là, en gros, on a des fonctionnalités IA qui nous permettent genre d'écrire du code et tout à notre place. En ce moment, il y a un peu une hype sur ça. En gros, c'est ce qu'on appelle les agents IA. En gros, actuellement, genre, justement, sur la plupart des IDE, genre comme VS Code, comme Cursor, comme Windsurf et tout, en gros, on a ce qu'on appelle des agents IA qui permettent justement genre de coder à notre place, de modifier des fichiers à notre place, genre de créer des fichiers à notre place et tout. Et en gros, bah, justement, de faire un peu notre travail à notre place. Il y a même genre des applications aujourd'hui qui existent, qui permettent genre de créer des applications, genre littéralement avec genre en écrivant 0 ligne de code. Par exemple, les applications les plus connues dans ce domaine-là, c'est genre Lovable, Replication, et il y a même Google qui s'est mis à faire ça dernièrement avec Firebase Studio. Du coup là je vais reparler genre du vibe coding, genre la mode genre d'écrire des logiciels genre sans ligne de code. Bah justement aujourd'hui bah, c'est possible de créer un logiciel genre sans écrire une ligne de code genre.
Après, on peut pas encore pour l'instant aujourd'hui faire des applications complexes, des applications genre vraiment très très personnalisées, mais bah, ça se développe et je pense que dans quelques années, bah, ça deviendra possible. Il y a même genre actuellement genre même des grands genre VC américains. En gros, des VC, c'est genre ce qu'on appelle des venture capital. Genre c'est un peu comme des fonds d'investissement genre spécialisés dans tout ce qui est genre technologie, start-up et tout. Genre en gros, c'est VC. Genre le plus connu, c'est genre Y Combinator. Et en gros, Y Combinator genre accepte parce que Y Combinator en fait c'est un VC, mais ils font aussi un peu genre incubateur, accélérateur de start-up. Et en gros, Y Combinator, en gros, ils acceptent genre des startups qui créent des applications. Et genre en gros, ces applications, genre les fondateurs de ces startups-là, ils assument pleinement genre qu'en gros genre 95% du code qui est produit genre dans leur application est fait avec de l'IA. Et pourtant, genre Y Combinator ont investi genre des dizaines de millions d'euros dans ces startups-là, donc ça leur gêne absolument pas. What is the estimated code that's being written by LLMs in the current Badger? Hi, this is pretty crazy. So we explicitly asked this question: what % of your code base do you estimate is AI generated? The way I interpret the question is like of the actual characters in your code base, not including any libraries that you imported, like a percentage of like the characters were like typed by human hands versus like emitted by an LLM. And the crazy thing is 1/4 of the founders said that more than 95% of their code base was AI generated. Wow. Which is like an insane statistic. And it's not like we funded a bunch of non-technical founders. Like every one of these people is like highly technical, completely capable of building their own product from scratch. A year ago, they would have built their own product from scratch, but now 95% of it is built by an AI. Et pour parler d'un autre genre, d'un autre VC qui est très connu aux États-Unis, genre il y a Andreessen Horowitz qui est genre l'un des plus grands venture capital genre aux États-Unis, genre qui a clairement dit genre dans un rapport genre que genre en gros genre il conseille aux étudiants actuels de ne pas faire ce qu'on appelle des soft things mais des hard things. En gros des soft things c'est tout ce qui est lié genre à du software, à de la programmation et tout, et plus faire des choses qui sont liées genre à genre du hardware, des choses comme ça, à l'ingénierie, genre à l'électronique et tout. Et même moi genre dans mon domaine, l'impact qu'a l'IA sur la programmation, sur les métiers genre de l'ingénierie logicielle, ça se voit déjà genre. Par exemple, aux États-Unis, il y a une entreprise qui est très connue qui s'appelle Salesforce. Et l'un de ses fondateurs et le PDG de Salesforce, Mark Benioff, il a dit lors d'une interview qu'en gros, cette année en 2025, ils allaient arrêter genre d'employer genre des ingénieurs logiciels parce que en gros, lui ce qu'il appelait genre la force agentique, en gros c'est des agents IA qui sont capables de coder et tout. En gros, fait que genre les ingénieurs qui sont déjà genre à Salesforce en gros peuvent genre travailler genre 2 fois plus vite, 2 fois plus rapidement, et du coup bah, ils n'ont pas besoin d'embaucher plus de gens en fait. You said there about kind of digital labor and human labor. Will Salesforce have more employees or less employees in 5 years' time? I think we'll probably be larger. You know, it's a good question. Number one, we're doing our business plan for next year for 2025 right now, and we're not adding any more software engineers next year, because we have increased the productivity this year with Agentforce and with other AI technology that we're using for our engineering teams by more than 30%, to the point where our engineering velocity is incredible. I can't believe what we're achieving in engineering. And then we will have less support engineers next year because we have an agentic layer. We'll have more salespeople next year because we need to really explain to everybody exactly the value that we can achieve with AI. So we will add another probably 1,000 to 2,000 salespeople in the short term. Ça, honnêtement, ça, la plupart genre des gens que je vois sur internet et tout, la plupart des ingénieurs et logiciels et tout, ils sont un peu dans le déni sur ça, à mon avis, je pense. Genre, actuellement, genre, la plupart genre des grosses entreprises américaines, genre dans le secteur du numérique, tout, la plupart des GAFAM, en gros, genre licencient de manière vraiment massivement leurs employés, surtout genre des ingénieurs logiciels, des programmeurs, etc. La plupart des gens, ce qu'ils disent quand ils voient ça, en gros, c'est que, en gros, la plupart des GAFAM, genre, avaient trop embauché, genre, pendant la période Covid, parce que c'était un peu une bulle, et genre, la valorisation de ces sociétés-là, genre, avait explosé, etc. et tout. Mais actuellement, en fait, c'est fou, en fait. Actuellement, genre, la plupart des GAFAM n'ont jamais été autant valorisés, et pourtant, bah, ils continuent de licencier des gens. Donc c'est pas genre une question de rééquilibrage, je sais pas, ou un truc comme ça. Hein. C'est que, ben...
il y a quelque chose qui fait qu'ils peuvent être plus productifs, ou au moins, du moins, autant productifs avec moins de salariés. Et cette chose, à mon avis, il y a de fortes chances que ce soit lié, à mon avis, je pense. Et ça se voit même sur les études qui ont été faites à ce sujet-là. Il y a une étude qui a été faite par l'Harvard Business School, la German Institute for Economic Research et le Collège Impérial de Londres, qui s'appelait The AI Job Shift, New Study Reveal Immediate Impact on Freelance Markets, qui a analysé 1,3 million de candidatures de freelance dans différents domaines, sur différentes plateformes. Et en gros, ce qui ressort de cette étude, c'est que 8 mois après la sortie de ChatGPT, le nombre d'annonces de freelance sur ces plateformes-là a diminué de 20%. Et c'est pareil pour tout ce qui est les métiers artistiques liés genre à la création genre de design, d'images et tout, qui eux ont chuté de 17%. Et pour ce qui est des jobs liés à l'ingénierie en général, eux ils ont chuté de 10%. Après, selon aussi une autre étude du Bureau of Labor Statistics aux États-Unis, le nombre de développeurs aujourd'hui est au même niveau que il a été en 1980. Mais après, cette étude fait la distinction entre des programmeurs et des développeurs logiciels. En gros, les programmeurs, c'est juste les gens qui programment, et les développeurs, selon cette étude, en gros, c'est les gens qui font l'architecture, qui font la conception genre, de logiciels et tout. Genre, en gros, c'est beaucoup plus large. Mais quand même, selon cette étude, le nombre de développeurs a diminué. Et là, vous allez me dire, oui, mais ça c'est que pour les développeurs, genre les autres métiers sont safe. Hein. Honnêtement, je pense que ça c'est faux. Honnêtement, je pense qu'aujourd'hui, genre, tous les métiers qui sont genre devant un écran, devant un ordinateur, honnêtement, sont menacés par l'IA. Parce qu'en fait, actuellement, la plupart des GAFA, la plupart des grosses entreprises américaines, en gros, essayent de créer ce qu'on appelle justement des agents IA, mais de manière assez généraliste. En gros, ils veulent créer des agents IA qui soient capables qui puissent être capables genre, de contrôler genre, en navigateur, ou même plus largement genre, en ordinateur. Il y a différents projets qui ont déjà été créés. Par exemple, ChatGPT, il y a ChatGPT Operator, qui permet en gros de faire tourner en navigateur dans le cloud, et genre il y a un agent IA qui va utiliser ce navigateur pour effectuer des actions, genre par exemple commander des choses pour vous, etc. etc. Il y a Anthropic qui a fait à peu près la même chose, et même c'est même l'une des premières entreprises qui a fait ça, qui a créé un agent IA qui s'appelle Computer Use, en gros qui permet en gros justement de contrôler votre ordinateur. En gros, c'est un agent IA qui va prendre des screenshots de votre PC, et après il va réfléchir sur ces screenshots, il va effectuer des actions avec votre souris. Il y a Google qui, c'est pas encore sorti, mais qui sont sur le point de créer un projet qui s'appelle le Project Mariner. En gros, c'est genre un agent IA qui permet de contrôler un navigateur web. Et pareil, Amazon, ils veulent créer un agent IA qui fait à peu près la même chose, qui va s'appeler Amazon Act. Et puis même, sans parler de ça, genre Microsoft, actuellement, ils ont déjà sorti genre plusieurs... en gros, actuellement, Microsoft, ils ont comme plan genre de créer ce qu'on appelle des copilots. En gros, c'est, selon eux, en gros, un peu comme des assistants IA qui va vous assister dans à peu près tous les logiciels que eux ils créent. Et par exemple, comme je disais tout à l'heure, dans VS Code, nous on a GitHub Copilot, qui genre une extension qui permet genre de créer du code à notre place et tout. Ils veulent faire la même chose genre pour Excel, pour en gros tous les logiciels genre de leur suite de logiciels Microsoft 365. Et puis même genre je crois l'année dernière, ou je sais plus quand, il y a 1 ou 2 ans, il y a une société genre de médias un peu, qui avait licencié 270 journalistes dans l'entreprise. En 2024, Denis aura 30 ans d'ancienneté, mais il sait ses jours à son poste comptés, désormais directement menacé par l'intelligence artificielle. Et pourtant, d'ici juin prochain, Onclusive compte bien supprimer près de 60% de ses effectifs en France, 217 postes sur 383. Les salariés en ont eu la confirmation par mail au début du mois. Nous introduisons de nouvelles technologies et de nouveaux outils qui offriront à nos clients un service plus rapide et plus fiable. Tout programme de transformation de cette ampleur nécessite des décisions difficiles, y compris un plan de licenciement. En fait, il y a déjà un impact sur le marché du travail. Et il y a un épisode de Casse Investigation qui est sorti il y a genre quelques semaines, quelques mois. Et en gros, actuellement, même dans la fonction publique, ils se servent de l'IA en gros pour un peu genre diminuer des effectifs. Par exemple, dans la fonction publique, il y a ce qu'on appelle des contrats FTAP, des contrats...
de fonds pour la transition de l'action publique qui, en gros, ont un peu pour but genre de diminuer le nombre de fonctionnaires qu'il y a dans la fonction publique. Je crois cette année, ils visaient genre à supprimer 500 postes dans la fonction publique, justement avec des contrats FTAP, et justement les remplacer un peu avec genre de l'IA, etc. Sauf que nous avons découvert l'existence du FTAP, le Fonds de transformation de l'action publique, créé en 2017. Le ministère de l'économie et des finances. Le principe est simple. Lorsqu'un ministère veut obtenir un financement pour un projet innovant, comme une intelligence artificielle, il s'adresse au FTAP. Si son projet est retenu, le FTAP en finance une partie. Allez, FTAP. Le ministère de l'Intérieur. FTAP là. Le ministère du Travail. Depuis sa création, quasiment tous les ministères ont bénéficié du FTAP pour leur IA. Le ministère de l'Éducation nationale, de la Direction générale des finances, le ministère de l'Action et des comptes publics, le ministère... Redis-moi, pardon. Sauf que lorsqu'un ministère signe un contrat FTAP, en échange, il promet des économies en supprimant des postes de fonctionnaires. Le journaliste. Nous rassemblons l'ensemble des contrats FTAP signés entre 2017 et 2024, obtenus auprès de la Direction interministérielle de la transformation publique. On y retrouve une vieille connaissance, CFVR. Vous vous rappelez, l'IA de Bercy qui fait du contrôle fiscal. Voici son contrat FTAP, 5,2 millions d'euros. Et en échange, le ministère de l'économie promet de supprimer 500 postes de fonctionnaires. En fait, dans chaque contrat, l'aide financière du FTAP est conditionnée par une réduction du nombre de fonctionnaires à temps plein. Et du coup, c'est durant cette deuxième année, après avoir été confronté au marché du travail dans le domaine de l'informatique, que j'ai commencé à réfléchir sur ces différents points-là, et que j'ai commencé à vraiment me poser la question, c'est toujours le coup ou pas de faire des études dans l'informatique? Après cette triste année, j'avais sérieusement envie d'arrêter mes études. Je ne trouvais plus aucun intérêt à faire des études. Mais du fait que j'étais plutôt bon élève, et que je passais mes journées derrière mon ordinateur à faire des trucs de nerd, comme faire des sites web, entraîner des IA, ou encore apprendre de nouvelles technologies, mes proches ne comprenaient pas pourquoi je voulais arrêter mes études. Et de toute façon, il faudra toujours des humains pour programmer l'IA. La raison pour laquelle je n'avais pas trouvé de stage était certainement la faute à pas de chance. Et puis même moi, au fond, je ne voulais pas arrêter mes études. Je voulais au moins avoir un bac+2 pour ne pas paraître comme étant le débile sans diplôme. Donc sous la pression de mes proches, je décide de m'inscrire en fac d'informatique. Car je connaissais des amis qui étaient déjà allés en fac d'informatique. Donc je savais qu'en licence, il n'y avait pas de stage obligatoire. Et qu'il y avait juste un stage obligatoire en fin de master. Mes profs me disaient que ça allait me laisser du temps pour accumuler de l'expérience et qu'en master, j'aurais moins de difficultés pour trouver un stage. Et en plus, comme j'avais validé une unité d'enseignement en BUT informatique, je pouvais directement rentrer en deuxième année. Après quelques semaines d'attente, je finis finalement par être accepté en licence d'informatique. Tout le monde dans ma famille est heureux, sauf moi. Le temps passe et ma rentrée en licence s'apprend à grands pas. Contrairement à mes 2 premières années de BUT informatique, je n'ai pas envie de reprendre mes études. Mais bon, je me dis que les études c'est pas compliqué, et qu'avoir son année, c'est-à-dire 10 de moyenne, c'est facile, et que je n'ai qu'à faire que le minimum syndical, quitte à cesser mes cours, et comme ça j'aurai au moins un ou plusieurs diplômes pour faire plaisir à ma famille, et moi ça me laissera du temps pour faire ce que j'aime, mes projets perso, etc. On est la veille de la rentrée, et je descends avec mon frère pour voir cette nouvelle fac. Car moi je n'avais jamais été en fac et en CTU auparavant, car j'étais en UT. Je suis choqué de toutes les infrastructures mises à disposition des étudiants. C'est immense. Mais cette année scolaire commence en fanfare. Car dès le premier jour, je casse mon ordinateur. J'ai vraiment envie de me pendre. Mon ordinateur, c'est toute ma vie. Donc même déjà avant ma rentrée scolaire, j'ai déjà envie d'arrêter. Mais bon, j'essaie de garder le moral, même si je n'ai pas de PC. Et je m'efforce d'aller en cours. C'est le jour de la rentrée, et quelque chose me choque dès la rentrée. C'est que les amphithéâtres sont à moitié vides, que les profs ne font pas l'appel, que les élèves parfois arrivent en cours avec plus d'une heure de retard, et que certains élèves se lèvent en plein milieu de CM pour parfois même partir de cours. Mais bon, moi je fais quand même attention au niveau des absences, parce que je suis boursier, et que je ne veux pas être défaillant et devoir rembourser ma bourse. Donc j'essaye quand même d'aller en cours, même si honnêtement je ne fous rien.
Je fais tous mes devoirs avec ChatGPT et j'essaye de travailler le moins possible. Mais un soir, alors que je perdais mon temps sur YouTube, je tombe sur plusieurs vidéos de grands PDG de la tech qui parlent tous de la même chose, l'AGI. J'avais déjà entendu parler de l'AGI. En gros, ce serait une intelligence artificielle hypothétique qui serait capable d'effectuer toutes les fonctions cognitives intellectuelles d'un être humain. Même si ça veut pas dire grand chose, toutes les fonctions cognitives d'un être humain. Et selon eux, ils seraient tous capables d'effectuer cette AGI dans moins de 5 ans. Honnêtement, moi je pensais que cela allait arriver dans genre 10-30 ans. Donc je me disais que j'avais large le temps de finir mes études. Parce que si cela est possible, et moi je pense que oui, cela voudrait dire que l'IA serait capable d'effectuer tout ce qu'un être humain pourrait effectuer. Y compris le travail que pourrait effectuer un être humain. Mais bon, je me dis que ces PDG doivent essayer de vendre leurs produits, faire du marketing, ou encore attirer des investisseurs. Mais bon, cela m'intrigue quand même. Donc je décide d'effectuer une investigation sur ça. Donc j'essaye de trouver des interviews d'experts dans ce domaine pour prouver que ce que disent ces fameux PDG de la tech qui n'ont jamais fait d'intelligence artificielle de leur vie est de la merde. Mais en faisant mes recherches, je me rends compte que ces fameux PDG de la tech sont loin de dire de la merde. Plus je fais des recherches, et plus cela me glace le sang. Car je me rends compte que qu'est-ce qui me paraissait si lointain ne l'est peut-être finalement pas. Et que toutes les études que je fais actuellement ne me serviront probablement à rien, car l'IA me remplacera bien avant que qu'est-ce que je pensais. J'essaye de faire plus de recherches pour essayer de trouver des contre-arguments à cela, mais je me rends compte que tous les contre-arguments que je trouve sont du vent et finissent par se faire balayer par le progrès de l'IA. Au final, plus je fais des recherches, plus je m'inquiète. Devant cette effrayante réalité, je me mets à repenser à ma vie. Tous les efforts que j'ai entrepris jusqu'à présent me serviront à rien. Je n'aurai jamais une vie professionnelle stable, et cela me fait rentrer dans une longue période d'introspection. Quel est le sens de ma vie? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Y a-t-il encore une utilité à ce que je fasse des études? Non. J'essaye toujours de continuer d'aller en cours, mais je n'ai plus aucune réelle motivation. Cela n'a plus de sens pour moi. Je n'arrive plus à me concentrer durant mes cours. Ma seule motivation, qui était l'espoir d'avoir un avenir meilleur, avait disparu. À chaque fois que j'essaye de me concentrer sur une tâche scolaire, j'ai cette petite voix dans ma tête qui me dit que tout ce que je fais ne sert à rien, et que je ferais mieux de rentrer chez moi, apprendre des choses plus utiles. Car de toute façon, je n'aurai aucun travail dans ce domaine. Le temps passe et je sèche de plus en plus de cours, jusqu'au point de ne quasiment plus aller en cours. Pour moi, tout cela est clair. Faire des études n'a plus aucun sens. Je n'aurai pas mon année et je m'en fous, car cela ne me sera d'aucune utilité et ne m'apportera rien dans ma vie. Et si tu veux en savoir plus sur pourquoi j'ai arrêté mes études, et qu'est-ce qu'est l'AGI et quel sera son impact sur la société, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas rater ma prochaine vidéo sur l'AGI.